Le thème ce soir, c'est les technologies, bien plus que de simples techniques. On est ensemble pour 1 heure environ et il y a 2 prix qui seront mis à l'honneur dans cette session. Le ERA Award Sustainable IT qui récompense 3 mémoires et puis le ERA Award Sustainable Engineering qui récompense 1 mémoire. On va donc assister aux présentations de 4 travaux. Alors, je vais un petit peu vous expliquer le déroulement de cette session. Il y aura au début de chaque présentation 3 minutes données à chaque primé pour présenter son travail. Ensuite, je donnerai la parole au président du jury concerné. Ce sera Olivier Douassège pour l'IT et Géraldine Tran pour l'engineering. Et puis après ce petit mot des présidents ou présidentes de jury, il y aura 10 minutes consacrées à des questions-réponses. Et donc, on fera ces questions-réponses via le chat parce qu'on se dit que si tout le monde allume sa caméra, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Mais donc, n'hésitez pas, dès la fin des présentations, à commencer à taper vos questions dans le chat parce qu'on a déjà remarqué qu'il y avait souvent un petit temps de flottement entre le moment où les gens écrivent et le moment où on reçoit vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. C'est l'objectif aussi de cette session. Et puis, il y aura 2 moments aussi où je donnerai la parole aux partenaires de l'ERA Award en IT, à savoir Sivalis et EVS. Alors, petit mot aussi justement pour les présidents de jury et les partenaires. Là aussi, parfois, entre le moment où vous activez votre caméra et le moment où vous êtes vraiment avec nous, il y a parfois un petit flottement. Donc, n'hésitez pas, dès que je m'adresse à vous, à vous connecter. Comme ça, voilà, on ne perd pas trop de temps à essayer de se chercher les uns les autres. Alors, il y a des petits outils aussi qui sont à votre disposition. Si vous regardez dans la colonne de droite où il y a le chat, tout en dessous, il y a une petite main. Et si vous cliquez sur cette main, il y a différentes options qui sont proposées. Et parmi ces options, il y a une petite roulette. La petite roulette, c'est le problème technique. Donc, si vous avez un souci technique, vous cliquez sur cette petite roulette et il y a quelqu'un qui s'adressera à vous en chat privé pour régler votre problème et vous permettre de continuer à suivre la session dans les meilleures conditions possibles. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Alors, on va démarrer ce soir avec Clotilde de Meulenard, qui donc a l'honneur d'ouvrir ce webinaire. Clotilde, tu es la lauréate de l'ERA Award en IT. Je rappelle le titre de ton mémoire de master en gestion de l'entreprise. Transformation digitale et transformation durable des organisations, sélection d'outils d'analyse pour favoriser un business model à impact positif, le cas de l'entreprise Blue Square. Et tu as eu comme promotrice Isabelle Choquet, qui est chargée de cours à l'ICHEC et à l'U Saint-Louis. Alors, je vois que tu es avec nous, Clotilde. Voilà, oui, je t'entends, parfait. Eh bien, écoute, je vais m'effacer pendant 3 minutes pour te laisser nous présenter ton travail. À tout de suite. Merci beaucoup. Voilà, je vais présenter mon travail en 3 minutes. Le digital sauvera le monde. C'est une promesse que les entreprises nous font pour justifier leur transformation digitale. Alors, notre société est en train de vivre 2 grandes transformations. Tout d'abord, la transformation digitale de la société et des entreprises, et de l'autre côté, une transformation humaine et environnementale. La transformation digitale est une exigence de notre système économique et les entreprises doivent se digitaliser pour rester compétitifs et répondre aux exigences de leurs clients et de leurs employés. Mais est-ce que le digital peut être durable? C'est la question que j'ai voulu poser dans mon mémoire. Tout d'abord, une petite définition du développement durable. Le développement, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette durabilité se décline en 3 dimensions. Tout d'abord, l'économique, ensuite l'environnemental et enfin le social et l'humain. À travers ce mémoire, j'ai voulu analyser la compatibilité entre le digital et l'environnemental et l'humain dans les entreprises. Donc, j'ai commencé par identifier les éléments négatifs que le digital pouvait avoir sur la durabilité. Au niveau environnemental, il y en a 3 importants. Tout d'abord, lors de l'extraction des matières premières. Ensuite, lors des serveurs qui sont très énergivores, et en Belgique, pour le moment, l'électricité n'est pas encore verte. Et enfin, au niveau du recyclage, qui, bien qu'elle augmente chaque année, n'est pas encore au top et des exigences européennes.
Ensuite, il y a beaucoup plus d'éléments négatifs au niveau humain, mais pour vous en citer deux, il y a le travail des enfants dans les mines et le technostress qui est grandissant. Afin de faciliter la transformation durable des entreprises au même titre qu'une transformation digitale, j'ai rassemblé 5 outils pour aider les entreprises à vraiment entamer cette transformation. Ces 5 outils sont un peu à l'image d'un entonnoir, donc vont commencer par une analyse plus large du business model de l'entreprise pour se recentrer sur des éléments plus concrets sur lesquels les entreprises peuvent travailler dans leur business model. J'ai mis en place ce protocole d'analyse dans une entreprise qui a un produit digital et un fonctionnement digital, qui est Blue Square, dans laquelle j'ai fait mon stage. Et les résultats étaient plutôt positifs. Donc, rassembler toutes les parties prenantes, ces outils permettent de rassembler toutes les parties prenantes autour de cette question de durabilité, permet de sensibiliser, d'informer, on peut le voir sur le schéma, je pense que vous avez sur vos écrans, permet de sensibiliser et de pousser à agir, mais surtout permet d'identifier les éléments importants sur lesquels l'entreprise peut agir concrètement dans son business model et les éléments qui sont les plus problématiques dans son fonctionnement. C'est un protocole qui fonctionne, qui prend énormément de temps et d'énergie, au même titre qu'une transformation digitale. Et c'est pourquoi il faut commencer maintenant. Ce protocole peut être appliqué dans toutes les entreprises, à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Donc, on n'attend plus que vous. Voilà. J'espère que je n'ai pas dépassé les 3 minutes. On n'a pas calculé, c'est vraiment approximatif. Merci beaucoup. Merci Clotilde. Alors, avant de passer aux questions-réponses, donc si vous avez des questions pour Clotilde, n'hésitez pas à nous les faire parvenir déjà. Je vais donner la parole au président du jury pour cet Award en IT, à savoir Olivier de Wassège. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, monsieur de Wassège. Et je vais vous présenter. Alors, le temps qu'on vous attende, vous êtes diplômé en sciences informatiques et vous êtes actuellement administrateur délégué et directeur général de l'Union Wallonne des entreprises. Alors, vous étiez parmi nous tout à l'heure. J'espère que vous n'êtes pas parti trop loin. Est-ce qu'Olivier de Wassège est parmi nous? Est-ce qu'il pense... Ah, voilà. Vous êtes là. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, désolé, mais la connexion était un peu lente pour se rebrancher au niveau caméra et au niveau son. Mais en oui, tout cas, bien d'accord. Voilà. En tout cas, félicitations à Clotilde pour son mémoire et pour cet exposé, ce résumé brillant qu'elle vient de faire en 3 minutes. Ce qui est formidable dans ce mémoire, c'est qu'on arrive à concilier 2 transformations. C'est vraiment un point qui nous a particulièrement épaté au niveau du jury. Et donc, on a réellement eu un coup de cœur pour ce mémoire parce que c'est un travail exhaustif qui a un potentiel d'impact vraiment très concret sur les organisations. On s'est dit, tiens, ça demain, on peut donner les outils, le véritable outil que Clotilde a réalisé, ou le canevas pour se diagnostiquer ou s'auto-diagnostiquer ou se faire diagnostiquer. On peut le prendre tel quel, le donner aux entreprises, peut-être avec un peu d'accompagnement pour y arriver. Et vraiment, toutes les dimensions différentes dimensions sont prises en compte dans ce canevas. Et cette solution est vraiment transposable. Et ce qui évidemment est très intéressant et ce qui nous a séduit, c'est qu'on est dans le contexte, évidemment, on le sait, d'un enjeu sociétal majeur. Évidemment, on connaît la transformation numérique comme un enjeu sociétal majeur, mais la transformation durable des organisations aux deux. On est vraiment au cœur des réflexions. Si on prend le cas de la Wallonie, la déclaration de politique régionale fait vraiment une grande place à la déclaration, aux objectifs de développement durable, au caractère de la durabilité des organisations. Et donc ici, réfléchir à comment envisager la digitalisation tout en contribuant à l'intégration des objectifs de développement durable est vraiment quelque chose qui nous a séduit. Bravo Clotilde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va évidemment passer aux questions-réponses, Clotilde, et peut-être voilà, le temps que les questions nous parviennent. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce sujet de mémoire, en fait? Alors, tout au long de mes études, donc j'ai fait mes études à l'ICHEC, donc en gestion d'entreprise. On nous a beaucoup appris à digitaliser l'entreprise, à créer du profit, etc. Et j'ai eu l'occasion de suivre un séminaire aussi de Kate Raworth, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, sur l'économie donut. Et donc, le concept est que au lieu d'avoir une économie linéaire telle qu'on a maintenant,
c'est de rentrer dans le donut. Et donc, tout ce qui sort du donut utilise trop de ressources de la planète et donc n'est pas durable à long terme. Et tout ce qui est au centre n'a pas les denrées nécessaires pour vivre dignement. Et donc, l'objectif est que ceux du centre augmentent pour rentrer dans le donut et ceux qui sont en dehors essayent de rentrer dedans. Et donc, avec ça, je me suis demandé comment est-ce que les entreprises qui sont à l'extérieur peuvent rentrer dedans, et le digital est au cœur de toutes les transformations. Donc voilà. Alors, il y a une question ici. Comment peut-on se procurer le modèle pour l'appliquer au sein de son organisation? Alors, ce sont des modèles qui sont en open source, en fait. Donc, on peut déjà lire mon mémoire, c'est une bonne manière d'avoir le modèle. Mais sinon, ils sont en open source un peu partout. Et c'est pas exhaustif non plus. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres outils qui peuvent être utilisés pour entamer cette transformation durable de l'entreprise. Je pense que le plus important, c'est de rassembler plusieurs personnes autour de cette transformation et de ces outils, et d'avoir vraiment l'avis et l'input de toutes les parties prenantes. Donc, on peut se les procurer dans le mémoire que je vois en lien. Je les ai mis dans un ordre chronologique parce que je pense que ça a du sens. Maintenant, le plus important, c'est juste de commencer. Voilà. Ok, alors j'ai vu qu'il y avait plein de félicitations, mais alors pourquoi est-ce que les questions ne pleuvent pas? Ça, je n'en sais rien. On va peut-être faire un lien, Clotilde, si tu le veux bien, avec les RA Awards, justement. Tu as retenu quoi de cette aventure, toi, à titre personnel? J'ai beaucoup aimé, déjà, une reconnaissance du travail durable est essentielle. Je pense il y a beaucoup de prix et de reconnaissance pour des prix d'excellence, mais dans un système qui n'est pas spécialement durable. Le fait qu'il y ait cette reconnaissance de travail vers une durabilité montre à quel point ça a de l'importance, et montre qu'il faut continuer vers ce chemin-là. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer plein de gens hyper intéressants, des personnes qui avaient fait des mémoires exceptionnels. Je pense que cette synergie et cette mise en commun est porteuse pour l'avenir aussi. Et donc c'est que du positif. Super. Alors du coup, voilà, les questions affluent. Quel changement au sein de Blue Square à l'issue du stage? Alors, à l'issue du stage, mon stage était assez court et j'ai fini mon mémoire après mon stage. Donc, je n'ai pas pu voir les changements directs. Ce qu'on a surtout retenu, c'est que rassembler tout le monde a permis, en tout cas au stade où moi j'ai dû quitter parce que c'était la fin de mon stage, on a vu que ça avait sensibilisé beaucoup de gens. En fait, on est tellement nés dans le guidon dans notre activité globale qu'on oublie de prendre un peu de recul et voir si on a toujours le même sens qu'au début dans notre entreprise. Donc, on a créé une entreprise pour une activité précise, pour en général résoudre un problème. Et avec les années, parfois, on s'en écarte. Et donc, voir si la manière dont Blue Square fonctionnait était vraiment la meilleure manière de répondre à la problématique de base. Et donc, ça, c'est le premier grand changement que j'ai vu. Il y avait quelques changements, effectivement, à faire. Et surtout, une information, en fait, on allume une petite étincelle dans le cerveau des employés. Donc, il faut du temps aussi pour que ça germe. Je vais les rappeler pour voir où ils en sont. Voilà. C'est une très bonne idée. Alors, pour une entreprise qui se sentirait un peu perdue face aux outils, est-ce qu'il y a des structures ou des personnes qui proposent un accompagnement pour les utiliser, pour les appliquer? Je ne me suis pas encore lancée à mon propre compte, mais je pense que ce serait bien. Je pense qu'il y a des consultants maintenant en durable, il y en a de plus en plus. J'ai interviewé une dizaine de personnes dans mon mémoire. Dans cette liste, il y a des gens très, très intéressants qui m'ont beaucoup aidé dans ma réflexion. Mais je pense qu'il en faudrait plus. Il y a tellement de consultants en IT, en digital, en management, en finance, mais encore tellement peu en durable. Si une boîte veut bien se lancer dedans, il y en a plusieurs, mais il en faut plus. Donc voilà. Oui, c'est ça. Alors, je vois qu'il y a une réponse qui dit justement pour l'accompagnement, il existe déjà Green IT Belgium qui a présenté un webinaire pour la cellule environnement de l'Union wallonne des entreprises. Nous sommes occupés à mettre sur pied une association qui permettrait une plus grande sensibilisation du grand public
On a aussi Jean-Claude Anglebert qui nous disait qu'il n'avait pas de questions parce que c'était très clair et parce qu'il faisait partie du jury et qu'il a lu le mémoire avec grande attention. Voilà, ça fait toujours plaisir. Alors voilà, encore une question ici. Est-ce que la crise Covid t'a inspiré de nouvelles réflexions sur ce sujet, nouvelles utilisations des moyens numériques comme maintenant, par exemple? Oui, bien sûr, on est en plein dedans. Là, on a vu les côtés positifs du numérique. Donc, on a pu rester en contact avec des personnes qu'on ne pouvait plus voir. On a pu rester en contact avec le monde extérieur. Et on a aussi vu le négatif. Donc, à force d'être en conférence, en télétravail toute la journée et en call toute la journée, on s'est rendu compte que ça nous rendait complètement fous aussi, qu'on avait besoin de contact, etc. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. La crise du Covid a fait une pause dans notre société et a laissé assez de temps aux gens de se poser la question du sens de leur vie, parce que tout a changé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas retourner au même système qu'avant. Et ce qui nous manque dans la transformation durable, c'est du recul et du temps, je pense, et on l'a eu pendant ce confinement. Donc j'espère que le après-confinement, après Covid, ça ira plus vers une durabilité parce qu'on a eu le temps d'y réfléchir, on a eu le temps de changer notre manière de penser et de s'engager dans changer nos habitudes vers quelque chose de plus durable. Donc, on va changer les habitudes, il faut qu'être dur. Ouais. De Wassège, on vous retrouvera un petit peu plus tard puisque je vous reviendrai évidemment après les autres présentations. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi vous couper votre caméra ou rester encore un instant avec nous, c'est vous qui voyez. Je vais à présent donner, voilà, encore un petit mot ici. Merci Clotilde pour cet excellent mémoire et pour cette présentation. Merci à Monsieur de Wassège pour son intérêt pour ce sujet brûlant. Je vais à présent donner la parole au premier partenaire de cet award en Sustainable IT, à savoir Civadis, qui est une société qui développe des logiciels de gestion informatique à destination des administrations publiques en Wallonie et en région de Bruxelles-Capitale. Elle participe aux innovations digitales Smart Cities en proposant des solutions informatiques durables pour répondre aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques et de citoyenneté qui se posent aujourd'hui. Je pense que j'ai été complète. Bonsoir Benoît Lemaire. Bonsoir à toutes et tous. Alors, vous êtes le directeur général et le président du comité de direction de Civadis. Alors, pourquoi un prix dans le domaine des technologies de l'information soutenable? Civadis participe activement aux innovations digitales tout en voulant répondre aux enjeux du développement durable. Nous accompagnons nos clients qui sont les pouvoirs publics locaux dans leur transformation digitale des processus, des échanges et de la connaissance. La digitalisation, ce n'est vraiment pas qu'une affaire d'outils IT. J'ose même dire qu'avant tout, et là je rejoins Chloé, elle est avant tout humaine, une aventure humaine où la compréhension du quotidien des utilisateurs et l'accompagnement au changement sont primordiaux. La réflexion et l'action à 360 degrés sont également indispensables pour les concepts de Smart Cities basés sur des piliers environnementaux, sociaux, économiques. Les technologies de l'information et de la communication permettent une meilleure gestion urbaine grâce à l'obtention et l'analyse d'informations clés. L'IoT, plateforme d'échange, l'open data, business intelligence ou l'intelligence artificielle sont des outils facilitant la prise de décision pertinente et transparente des gestionnaires. Mais ils ne sont pas une fin en soi. Plus importants sont les usagers qui doivent être les acteurs centraux de la ville intelligente. Les citoyens et les entreprises ne sont plus de simples consommateurs de services, mais des partenaires et parties prenantes. C'est ici qu'apparaît toute la quintessence de la participation citoyenne. À vous, étudiants, qui sont là ce soir, je vous félicite d'avoir osé sortir des sentiers battus pour votre mémoire et d'avoir exploré des pistes nouvelles. L'approche à 360 degrés et la créativité qui en découle sont des richesses que les entreprises innovantes recherchent. Continuez dans cette voie et espérons que nos chemins se croisent un jour pour concrétiser ensemble vos et nos projets. Benoît Lemaire d'avoir été avec nous, resté avec nous. On va, merci aussi à Clotilde qui est partie, qui aurait pu rester encore un petit moment. On va accueillir à présent Bénédicte Bazin. Donc Bénédicte, n'hésite pas à brancher ta caméra. J'imagine que tu m'entends. Voilà, bonsoir Bénédicte. Alors, dis-nous,
Ah voilà, je pense que je vais t'entendre là. Tu as présenté un mémoire de master en sciences de la population et du développement à la faculté des sciences sociales de l'ULiège et ce mémoire s'intitule Étude d'une nouvelle forme de relation partenariale Sud-Sud influencée par les nouvelles technologies. Et tu as eu comme promoteur Gauthier Pirotte, qui est professeur de socio-anthropologie à l'ULiège. Ben, écoute Bénédicte, je te laisse environ 3 minutes pour nous présenter ton travail. À tout de suite. Merci. Ok, donc si je vous parle de coopération au développement, à quoi allez-vous penser? Probablement, vous allez me parler d'action humanitaire, de lutte contre la faim, etc. Bref, des relations qui en général vont impliquer l'Occident et un pays du Sud, souvent l'Afrique, l'Amérique latine. Mais dans la réalité, lorsqu'on arrive dans le domaine de la coopération, il y a énormément de relations qui vont s'établir entre ces pays dits du Sud. Et parmi ces nombreuses relations, moi, j'ai décidé de m'intéresser à celle qui va unir l'Inde et le Sénégal, et plus précisément à un projet phare de la coopération indienne qui s'appelle le Pan-African E-Network. Alors, c'est un projet qui a pour but de connecter digitalement l'Inde à 48 pays d'Afrique et ainsi de permettre des activités de télémédecine et de formation médicale à distance. Alors, techniquement, ça fonctionne par une connexion hybride, c'est-à-dire qu'on va connecter l'Inde à la rive ouest de l'Afrique par la fibre optique et ensuite on va passer à une connexion satellite pour la connecter tous les établissements sur le continent. Donc moi, pour étudier ça, je me suis rendue à Dakar dans un hôpital qui faisait partie du réseau et j'ai adopté une démarche, donc comme on l'a dit, plus anthropologique, donc plus axée sur les relations humaines. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, et en me fiant au discours indien et sur tout ce que j'avais lu, je m'attendais vraiment à avoir des relations de partenariat entre deux pays qui soient vraiment plus égalitaires que ce que nous, on va connaître entre le Nord et le Sud. Mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'au-delà de l'intérêt de l'outil télémédical, notamment un meilleur accès aux soins, un meilleur partage du savoir et même après une transmission du savoir beaucoup plus large au sein du pays, voire au sein même du continent, eh bien, au-delà de cet aspect positif, on se rend compte que les relations entre les médecins indiens et sénégalais n'étaient pas si égalitaires que ce que les autorités de New Delhi pouvaient laisser entendre, que ce soit au niveau micro qu'au niveau macro. Et parfois même, ils tombaient dans les mêmes travers que les relations nord-sud ou les relations qu'ils aiment critiquer que de la Chine envers ses partenaires. Une chose qui était importante, c'est que quand je suis arrivée là-bas, à Dakar, le programme était en sommeil forcé. Et en fait, en y réfléchissant, c'était joué d'avance parce que le projet a été pensé dans les intérêts de l'Inde et en considérant l'Afrique comme un tout, un peu comme si tous les États du continent étaient identiques. Et donc, une des réflexions, au final, que mon mémoire met en avant, c'est que dans le monde de la coopération, en tout cas, il faut être prudent quand on utilise les nouvelles technologies parce que parfois, elles peuvent favoriser un rapport de force qui peut être au détriment des plus faibles. Voilà. Merci beaucoup Bénédicte. On va évidemment passer aux questions-réponses dans quelques minutes et donc n'hésitez pas déjà à préparer vos questions pour Bénédicte et je pense que c'est déjà le cas. On va accueillir à nouveau Olivier de Wassel, donc président de ce jury IT. Voilà, je le disais, voilà, des petits flottements, mais vous êtes déjà parmi nous. Alors, qu'est-ce que vous avez souhaité mettre particulièrement en avant à travers le travail de Bénédicte ? Mais tout d'abord, remercier et féliciter Bénédicte à la fois pour son travail et pour cette présentation très claire. Ce que le jury a vraiment apprécié dans ce mémoire, c'est d'abord son aspect fort documenté et très très rigoureux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a tous impressionnés et qui se situe, comme Bénédicte vient de l'expliquer, à la croisée des enjeux du partenariat Sud-Sud et des soins de santé. Et donc, voilà, tout ce qui concerne la télémédecine, etc., est bien mis en évidence dans le cadre de partenariats sur-sud, ce qui sort parfois un peu des sentiers battus. Il y a beaucoup de questionnements, un questionnement qui est posé, qui est très pertinent, avec beaucoup de détails. Et ce qui nous a aussi interpellés et intéressés, c'est le point de vue critique. Vraiment le point de vue critique qui a été donné sur la place de la technologie
dans le contexte de la coopération au développement. Et parce qu'on aurait pu avoir un mémoire où on dit, ben voilà, on est capable aujourd'hui, hein, on sait bien que la technologie, soi-disant, peut tout résoudre et que on doit suivre la technologie, etc. Et ici, il y a eu vraiment une bonne balance, je dirais, entre l'apport de la technologie, mais sa place dans le contexte de la coopération au développement. Et donc, c'était cet équilibre qui nous a aussi particulièrement bien intéressés et qui nous a séduits. Parfait, merci Olivier Douassège. On vous retrouvera encore un petit peu plus tard. Alors, il y a des questions pour toi, Bénédicte. On nous demande en quoi les technologies participent à la création de ce rapport de force, justement. Eh bien, en tout cas, dans le cas du projet que j'ai étudié, il y avait, en fait, c'était toujours l'Inde, en tout cas les médecins indiens et les techniciens indiens qui étaient aux commandes. Donc, c'était eux qui choisissaient des horaires de quand ils allaient organiser les réunions. C'était eux qui détenaient le savoir. C'était eux qui répondaient aux questions des médecins sénégalais. Sur place, c'était des techniciens indiens aussi. Alors qu'il faut savoir que dans le discours de l'Inde en général, on met en avant le fait qu'on utilise de la main-d'œuvre locale. Et dans les faits, c'était les techniciens indiens qui s'occupaient des serveurs, de la maintenance, en général à minuit, donc quand il y avait personne. Et donc tout ça faisait que, au final, les médecins au Sénégal étaient vraiment récipiendaires du projet et n'en étaient plus vraiment acteurs. Et alors s'ajoutaient à ça d'autres inégalités du style que les dialogues se faisaient toujours en anglais, ce qui est la langue, une langue officielle en Inde, mais ça n'est pas du tout le cas en Afrique de l'Ouest. Et aussi que la technologie avait été quand même assez lente, c'était pas une technologie de pointe, il fallait parfois 24 heures pour transférer un dossier du Sénégal à New Delhi. Donc voilà, c'était un peu comme ça. Alors, petit message de félicitations encore de Jean-Claude Anglebert qui dit, comme il a aussi lu le mémoire avec attention, il n'a pas de questions. Ici, on nous demande, d'abord merci, et peux-tu illustrer avec quelques exemples comment rééquilibrer ces relations Inde-Afrique? Oui, alors c'est une question que je me suis posée aussi dans mon mémoire, et il y avait deux ou trois vraiment grandes idées. Tout d'abord, c'était que l'Afrique devait jouer de ses atouts. Donc, de manière générale, je parle du Sénégal, mais de l'Afrique en général, c'est une terre de ressources qui est vraiment exploitée par tous les pays du monde, et l'Inde en est vraiment un grand exploiteur aussi. Et donc, il pourrait jouer là-dessus en fait, et pouvoir essayer de marchander et d'inciter les gens à respecter un peu plus ce que eux veulent. Ça sous-entend également que les gouvernements là-bas soient un peu plus démocratique, mais ça, c'est une autre histoire. Et une deuxième chose, c'était souvent le rapport à l'argent. Parce que il y a eu pas mal d'études qui ont montré que dans des partenariats, dès qu'il y en a un partenaire qui finance et pas l'autre, il y a d'office un déséquilibre au détriment de la personne qui ne finance pas. Donc, il y a l'idée de mettre la main au portefeuille, au moins en partie, pour développer les projets. Et enfin, une dernière chose était que souvent, les projets qu'on appelle top-down, c'est-à-dire qui sont établis par des instances ou des gouvernements pour des populations, avaient beaucoup plus tendance à être déséquilibrés. Donc, il faudrait à ce moment-là privilégier les initiatives locales qui viennent des populations elles-mêmes, des gens sur place, et qui, elles, après, remontent pour être plus institutionnalisées. Alors, on va essayer de voir dans les questions suivantes en quoi la dimension IT renforcerait le rapport de force défavorable. Je pense que tu l'as abordé. Est-ce que tu aurais des premières pistes? On vient d'en parler. Alors, quelles ont été les conclusions des acteurs sénégalais? Est-ce qu'ils ont pu rééquilibrer justement? Est-ce qu'ils ont osé dire stop? Alors, le cas du Sénégal est assez impressionnant et un peu plus différent des autres pays dans le sens où dans l'hôpital dans lequel j'étais, à un moment, ils ont dit stop, en effet. Ils ont dit, nous, on veut former nos propres techniciens, on veut pouvoir nous-mêmes rééquilibrer la balance. Et donc, en ce sens, ils n'étaient pas spécialement pour reprendre le projet après le sommeil, mais ce que eux ont fait de très intéressant aussi, c'est qu'ils ont
emmagasiné ce savoir et puis ils l'ont diffusé à d'autres hôpitaux, des hôpitaux un peu plus locaux, un peu plus dans les campagnes, un peu plus reculés. Et donc aussi via la technologie et la télémédecine. Et donc du coup, ils ont, eux, pris un peu plus la main sur ce savoir et cette connaissance. Oui, ce qui semble indispensable, en effet. Alors, je vois qu'il y a une question qui nous arrive et ce sera la dernière question qu'on va prendre. Je vais attendre 2 petites secondes, voir si elle nous parvient. Non, j'ai l'impression qu'on... Voilà. Ah, voilà. Que financent l'Inde et le Sénégal? Dans le cas du projet, tout était financé par l'Inde. Donc, le Sénégal, dans les faits, a finalement financé une connexion Internet, mais parce que dans les faits, ça a été très compliqué au niveau gouvernemental. Je vous passe les détails. Mais de base, dans la conception, c'était l'Inde qui finançait tout le projet. Et à partir d'un certain moment, c'était l'Union africaine et les États d'Afrique qui devaient, eux, commencer à financer. C'est à partir du moment où on est passé au financement à l'Union africaine que ça a coincé. Et donc voilà, donc ça c'est au niveau du projet. Au niveau, je pense, un peu plus global, ça va surtout être des financements de l'Inde plutôt au niveau des services et des infrastructures au niveau du Sénégal. Et le Sénégal, eux, c'est beaucoup plus, comme je disais, des ressources premières. Voilà, ben écoute, on te remercie. Tout le monde te remercie pour les explications qui complètent utilement ta présentation. Merci beaucoup, Bénédicte. Et merci à vous. Juste avant qu'on se quitte, je vais donner la parole au deuxième partenaire de ce prix, c'est EVS, c'est une entreprise spécialisée dans le domaine des technologies de production vidéo en direct et qui souhaite à travers des innovations de société plus soutenable. Et c'est Yvan Absil qui est avec nous. Bonsoir Yvan Absil. Oui, bonsoir. Chez EVS, le directeur financier d'EVS, voilà. Ça, je vous Tout présente. à fait, merci. Donc oui, chez EVS, depuis très longtemps, on a différentes façons de mettre en valeur nos actions et démontrer notre implication, que ce soit dans l'environnement, que ce soit avec nos membres d'équipe ou dans les communautés dans lesquelles on est actif. Et cet engagement, depuis très longtemps, fait partie vraiment de la valeur, de la culture d'EVS et de ses valeurs, et depuis vraiment quasi la création de la société. Et donc, quand on a découvert les ERA Awards et rencontré en plus après l'équipe de Fondation pour les générations futures et réfléchi à comment ça se traduisait dans un domaine IT, puisque EVS est une entreprise technologique, la moitié de nos collaborateurs sont des développeurs software et l'ensemble de notre environnement tourne bien sûr dans un domaine très technologique. Et quand on a découvert cet ERA Award, on se retrouvait pleinement dans cette approche 360 degrés, c'est 4P, puisque ça rejoint les personnes, les communautés et l'environnement, la planète dans lequel nous on s'inscrivait déjà depuis très longtemps. Donc on s'est tout à fait retrouvé dans cette approche-là, et nos axes d'engagement aussi dans les communautés, c'est vraiment autour de l'éducation, donc des mémoires, c'est la clôture d'une partie d'éducation en tout cas, et l'éducation à la technologie aussi, donc ce qu'on veut promouvoir aussi, il n'y en a pas assez, et je suis sûr que M. de Wassège abondera dans ce sens-là, de comment est-ce qu'on peut encore développer plus de connaissances technologiques, et je suis très content d'avoir ce soir aussi deux candidates féminines qui abordent la problématique technologique, je trouve ça très important aussi. Donc voilà, donc EVS, nous on est très proche de tout ça, et on est très fiers et très contents de pouvoir soutenir ces mémoires, soutenir ces ERA Awards depuis déjà quelques années maintenant. C'est super, merci d'avoir été avec nous ce soir. Restez, évidemment, même si vous serez derrière votre caméra. Merci beaucoup, Bénédicte. Et on va passer au travail suivant, qui est un travail collectif de Céline de Knop, Adrien Allais et Sébastien Strebel. Et c'est Sébastien qui va prendre la parole pour le trio. Je pense que Céline sera avec nous un petit peu plus tard pour également répondre aux questions. Alors Sébastien, vous avez présenté un mémoire de master en sciences informatiques à l'école polytechnique de l'UC Louvain, et il s'intitule IT Water, développement d'une application web pour gérer la distribution de l'eau en Haïti. Et vos promoteurs sont Sandra Soares Frazao, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, qui est professeure d'hydraulique à l'UC Louvain, et Kim Menz, qui est professeur en génie logiciel et langage de programmation à l'UC Louvain. Également, Sébastien, je vais m'effacer pendant 3 minutes et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. Donc, Haïti est un pays qui a connu beaucoup de problèmes ces dernières années. Des problèmes environnementaux, on a tous entendu parler du séisme en 2010, des problèmes politiques, des problèmes économiques, et tout ça est forcément lié. Et tous ces problèmes ont eu beaucoup de
conséquences sur la vie quotidienne des habitants. Un de ces gros problèmes, c'est la problématique de l'eau. Chez nous, on a l'habitude d'ouvrir un robinet et l'eau coule, voilà, il n'y a pas de problème. Mais à Haïti, on a près de 52% des foyers qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et souvent, ça veut dire que les gens doivent faire, par exemple, plus de 30 minutes à pied pour pouvoir trouver un puits, pour pouvoir récupérer de l'eau, pour pouvoir vivre. Haïti, c'est aussi un des pays les plus pauvres du monde, avec plus de 80% de la population qui est en état de pauvreté. Et ça veut dire qu'il y a parfois jusqu'à 90% des factures d'eau qui sont impayées. Tout ça fait en sorte que l'investissement dans le réseau de distribution est pratiquement impossible. C'est pour aider dans ces problématiques que l'ONG Protos, qui est active sur le terrain, est venu avec un projet de développement et a présenté ça à l'UC Louvain. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est lancé dans notre mémoire avec Céline de Knop, Adrien Allais et moi-même, Sébastien Strobel. Notre objectif, c'était de créer un outil pour pouvoir aider les populations locales à gérer leur réseau de distribution. Pour ça, nous avons voulu créer une application web, une application qui sera accessible sur tous les terminaux, ordinateurs, tablettes, téléphones, et toutes conditions, qu'ils aient ou pas du réseau, c'est très important sur place. Et cette application, notre but, c'était vraiment qu'elle puisse s'intégrer dans les structures locales. Ces structures peuvent être fort complexes, et également améliorer les procédures qui existent. Pour ça, on a fait un gros travail d'analyse pour avoir une idée de quels étaient les besoins qu'ils avaient sur place. Pour ça, on est parti des observations qu'avait fait l'ONG Protos, mais également de beaucoup de témoignages de Haïtiens avec qui on a été en contact. Au final, avec tout ça, on a créé une application web qui se voulait modulaire avec une structure flexible. Notre application permet de gérer le réseau de distribution, gérer les finances, permet aussi également de visualiser le réseau et visualiser les problèmes techniques et au final gérer toute la vie du réseau et toute la distribution de l'eau au quotidien. Toutes ces données sont rassemblées et sécurisées et nous pouvons aussi également remonter l'information plus facilement au sein de la hiérarchie dans le pays. Comme ça, nous pouvons au final sécuriser les données et leur accès à tous les niveaux. On a fait évidemment beaucoup de textes extensifs. On a par exemple fait des tests pour valider notre interface, pour s'assurer qu'elle soit véritablement compréhensible et utile. On a fait ces tests y compris avec des acteurs locaux. Et une autre partie importante de la présentation, du travail, c'était de faciliter l'apprentissage et l'implication des acteurs sur le terrain pour pouvoir récupérer le produit à la fin. Maintenant, notre mémoire est finie, mais pas le développement. Il y a de nouveaux mémoires qui sont prévus à l'UC Louvain pour travailler là-dessus et également l'implication de développeurs haïtiens qui vont pouvoir récupérer le projet. Tout cela dans le but de pouvoir rajouter de nouveaux modules et de nouvelles fonctionnalités à cette application. On a également eu de nombreux témoignages de populations locales qui nous disaient qu'elles étaient véritablement en attente que ce produit soit développé, soit déployé sur le terrain. Et on espère véritablement qu'à terme, ce projet pourra améliorer sensiblement la vie quotidienne des Haïtiens. Merci beaucoup Sébastien. Je vais donner la parole à présent, voilà, pour la troisième et dernière fois ce soir, Olivier de OACEG. En quoi ce travail était particulièrement intéressant aux yeux des membres du jury? Alors, tout d'abord, de nouveau, au nom de tout le jury, je voudrais féliciter Céline, Adrien et Sébastien pour leur remarquable travail. C'est incontestable qu'on avait de nouveau un travail de qualité et je tiens à dire que le choix a toujours été difficile et les discussions ont été longues et intéressantes. Je voudrais aussi féliciter Sébastien pour sa présentation qui était très, très claire et limpide et pédagogique. Ce qui nous a séduit, c'est d'abord la grande implication des auteurs dans votre travail. Vous êtes vraiment rentrés dedans. Comme on dit, on voit que vous l'avez fait avec votre trip, si je peux me permettre l'expression, que vous êtes vraiment investis dans ce travail qui traite évidemment avec la problématique de l'eau, comme Sébastien vient de le souligner, d'un enjeu majeur et où vous proposez des pistes d'innovation soutenables. C'est évidemment tout le caractère soutenable qui nous intéresse en liaison avec l'IT et vous arrivez à des résultats concrets et tangibles et c'est vraiment aussi quelque chose d'important et comme Sébastien vient de le souligner, avec beaucoup d'implication et de travail
sur l'ergonomie. Et ça, c'est évidemment aussi quelque chose de très important. On sait bien qu'aujourd'hui, le développement d'applications web est facile, entre guillemets. Il y a même des générateurs de code et autres. Mais le UX design, qu'on appelle l'approche utilisateur, toute l'ergonomie d'utilisation, etc., surtout dans des pays qui n'ont peut-être pas l'habitude d'utiliser tous les jours 36 applications, et surtout dans un contexte technique aussi difficile, parce que modéliser un réseau de distribution d'eau qui peut être accessible avec n'importe quelle interface web, c'est un travail conséquent, et donc cette approche utilisateur vraiment nous a séduit. Ce qu'on pense maintenant, évidemment, c'est que toute cette approche qui a été mise en place pourrait être appliquée à d'autres domaines que l'eau. Je pense qu'on peut vraiment répliquer ce projet sur d'autres domaines que l'eau et envisager vraiment à ce moment-là tous les aspects socio-économiques de ce type d'application dans d'autres domaines. Et donc, bravo pour ce projet et le potentiel qu'il a. Merci beaucoup. Merci à vous, Olivier Douassège. On va passer à présent aux questions-réponses et je pense que Céline peut nous rejoindre si tu es là. Alors, je me permets de relayer déjà les bravos, les grands bravos qui parviennent sur le chat. Alors, Olivier Douassège, je l'évoquais à l'instant, il disait justement, il parlait d'une transposition des questions ici. Hein, est-ce que ce projet peut servir pour d'autres ressources, par exemple l'électricité? Céline, Sébastien. Okay, oui. Je pense, oui, que ce serait assez facile à traduire. Donc, on a fait une application qui se veut modulaire, entre guillemets. Donc, en informatique, ça veut dire qu'on a essayé d'isoler les composants pour qu'ils soient réutilisables. Je pense que si on voulait le transposer, par exemple, à l'électricité, la première chose qu'il faudrait faire, c'est contacter quelqu'un qui s'y connaît un peu, parce que bien évidemment, ce n'est pas notre expertise. Dans notre projet, on avait Sandra, notre promotrice, qui nous a bien aidé avec ça. Il faudrait contacter un expert. Et puis simplement changer notre module eau pour un module électricité. Le reste pourrait se traduire sans doute assez bien. Et après ça, on pourrait en effet le déployer pour autre chose. Mmh. Alors, qui assure la coordination du suivi ici et en Haïti? Encore... Vas-y, Sam. Ne vous battez pas. Oui. Pour ça, il y a plusieurs acteurs dans ce projet. Il y a déjà, actuellement, pour le développement, c'est surtout l'UC Louvain qui est toujours fortement impliqué. Il y a également l'ONG Protos qui assure vraiment le suivi. C'est avec l'ONG Protos qu'on a eu les contacts avec, par exemple, l'université de Port-au-Prince à Haïti, l'université d'État d'Haïti, merci. Et donc, c'est avec ça qu'on a pu avoir des contacts avec des acteurs locaux, qu'on a pu avoir maintenant des développeurs haïtiens qui travaillent en lien avec l'UC Louvain pour reprendre le projet. Donc voilà, c'est principalement Protos qui fait le lien et pour le moment surtout l'UC Louvain qui assure le développement. Il y a l'idée à terme de pouvoir tout transmettre à Haïti. Donc c'est bien pour ça qu'il y a des développeurs haïtiens qui sont travaillés là-dessus maintenant pour pouvoir récupérer le développement et vraiment s'approprier le produit à la fin. Et peut-être également, à la fin, il y a l'idée de pouvoir donner ce produit aux autorités haïtiennes, à la structure du pays. Pour le lien, je pense que c'est aussi important de rendre... ce qui est à César, ce qui appartient à César. Sandra, notre promotrice, est allée en Haïti régulièrement et c'est elle qui fait le lien entre les étudiants de l'UCL et l'ONG Protos. Donc elle connaît les gens, elle sait qui contacter, elle sait comment faire bouger les choses. Donc c'est aussi un acteur très important pour ce lien. D'accord. Alors, une question ici, dans votre esprit, est-ce que le dispositif final deviendra un service payant? Non, pour moi, pas. L'idée, c'est vraiment que ce soit très accessible. Et je pense que ce qui est payant, c'est d'avoir de l'eau chez soi. Par contre, utiliser notre dispositif, ce n'est que l'un des services. C'est un service au même titre que d'avoir de l'eau chez soi, mais ça ne devrait pas être payant en plus d'avoir de l'eau chez soi ou accès à l'eau. Une grande partie de notre travail aussi est également de s'assurer que notre service soit le moins consommateur de ressources possible. On a vraiment voulu s'arranger pour que on puisse très facilement déployer ça n'importe où et que ça s'adapte vraiment à toute la structure dont on a besoin. Donc, l'idée est comme ça qu'on réduit les coûts et au final,
on n'augmente pas le coût pour la population. Alors, on nous demande après Haïti, quels autres pays? Il n'y a pour le moment pas de projet lancé là-dessus. Après, on y a évidemment pensé durant le développement. Et au final, même si on s'est beaucoup basé sur les problématiques d'Haïti pour notre développement, rien n'est véritablement lié. Et en fait, notre produit pourrait être déployé dans beaucoup d'autres pays où je suis certain que les problématiques sont au final les mêmes, enfin peut-être pas exactement les mêmes, mais au moins très très proches. Et très facilement, on pourrait adapter. Au final, juste le nom, on pourrait changer. Le nom, la carte, deux, trois éléments. Protos a émis l'idée de potentiellement, en effet, le faire dans d'autres pays, me semble. On avait lu un rapport sur quelque chose qu'ils avaient essayé d'implémenter. Est-ce que c'était au Congo? Au Congo, il me semble. Oui. Protos avait des idées pour faire, peut-être mettre ce genre de choses en place dans d'autres pays. Après, ce serait quelque chose encore dans le futur du projet, puisque là, on est en train de finir l'application en entier. Il serait un peu hâtif et un peu désordonné de la déployer tout de suite dans un autre pays, je pense. Ouais. Alors, on nous dit, je termine de lire ce qu'il y a sur le chat. Jean-Claude Anglebert n'a toujours pas de questions. Très bon travail que j'avais pu découvrir lors de vos candidatures au prix Ingénieurs sans frontières. Bravo Céline, Sébastien et Adrien. Bravo à vous trois encore. Ça, je pense que c'est l'un de vos promoteurs, hein, voilà. Et votre promotrice, voilà, qui dit l'ONG Protos souhaite à terme l'utiliser dans d'autres pays où ils sont actifs, car ils sont vraiment très contents du résultat. Bravo encore, c'est génial en plus quand ça a des applications pratiques. Et une petite dernière question, est-ce que vous pourriez expliquer quels sont les différents modules de l'application Haïti Water? Oui, vas-y. Alors, donc déjà on a un module, du réseau. Donc c'est le module qui gère au final quels sont les différents éléments du réseau voilà, qui enregistre tout ça, qui un peu structuré comme ça. Qu'est-ce qu'ils font, s'ils fonctionnent, ce genre de choses. Ça. On a un module des consommateurs pour avoir une idée de qui est rattaché à quel élément du réseau. On a un module on a un module des finances, un module qui n'était pas envisagé à la base, mais c'était vraiment un besoin très pressant des Haïtiens, donc sur lequel on a mis un plus gros travail que on s'attendait. C'est ça qui est lié au module des consommateurs et qui gère qui paye quoi quand. Oui. Ah oui. On a un module des rapports. L'idée est de pouvoir, c'est là qu'on va enregistrer les données. Donc comme ça, on va avoir l'information de qui a consommé autant d'eau à tel endroit. C'est aussi dans ce module qu'on va gérer tous les problèmes techniques, telle fontaine ne marche pas, ou ce genre de choses. Et pour les trucs un peu plus généraux, nous avons bien entendu un module utilisateur de l'application pour les gens qui gèrent le réseau, que ce soit tous les niveaux d'hiérarchie, et potentiellement au futur, on aura aussi pour les consommateurs et pour les techniciens qui s'occupent du réseau. Et le dernier module, c'est le mien. C'est un truc spécifique qui a été demandé par Haïti. Ils avaient besoin de loguer ce qui se faisait pour pouvoir vérifier au niveau de la hiérarchie, en fait, comment ça se passait. Donc, on a un module qui s'occupe de ça. Je pense que c'est tout. Ah, il y a la carte. Il y a également aussi. la carte et le module offline qui permet d'accéder à certaines informations de l'application sans avoir de réseau Internet. Ça m'a l'air très, très complet. Alors, j'avais l'impression qu'il y avait une dernière question qui arrivait, mais peut-être pas. Ben voilà, c'était un bravo. Bravo Céline, Sébastien et Adrien. Merci, bravo à tous les trois. Alors, voilà qui referme cet IRA Award en Sustainable IT et on va passer à présent au dernier travail qui va être présenté ce soir en Sustainable Engineering. Donc, on va accueillir Chloé Ponsard. Merci Céline et Sébastien. Au revoir. Au revoir. Et voilà, bonsoir Chloé. Alors, cet IRA Award est soutenu par le fonds Albert Vanet pour les générations futures, qui a été créé par Marguerite Vanet en mémoire de son père, qui était technicien et inventeur de génie dans le domaine de l'imprimerie de précision. Il me semble qu'elle était venue l'année dernière, justement, Marguerite Vanet, expliquer pourquoi ce fonds. Alors Chloé, tu as présenté ton mémoire de master en ingénieur civil électricien à la faculté polytechnique de Lumons et il s'intitule « Valorisation économique d'un système de stockage gravitaire d'énergie électrique placé
en carrière immergée. Tout ça va demander quelques explications. Je me permets quand même de citer tes promoteurs. François Vallier, qui est professeur au sein du service génie électrique de l'UMONS, Christophe Stevens, qui est ingénieur et directeur de la société ThinkFloat Solutions, et Jean-François Toubeau, qui est chargé de recherche FRS-FNRS dans l'équipe Smart Grids de l'UMONS. Bon, Chloé, je pense qu'on va te laisser 3 minutes. Merci. Donc voilà, bonsoir à tous. Moi, la problématique, c'était, bon, vous savez qu'on a de plus en plus d'énergies renouvelables qui vont se développer sur le réseau électrique, les panneaux solaires, les éoliennes, que ce soit pour le petit consommateur, mais également les pays qui investissent là-dedans. Et le problème actuellement, c'est que ces énergies renouvelables, elles ne sont pas constantes. Donc ça veut dire que pendant la nuit, on n'a pas de soleil, il y a des journées où on n'a pas assez de vent. Et le problème, c'est que on n'imagine pas une société où on se passerait d'électricité pendant ces moments où on n'a pas d'énergie renouvelable. Donc, si on veut pouvoir atteindre le seuil, donc c'est pour cette année, pour 2020 justement, des 20% d'énergie renouvelable et diminuer de 20% nos émissions à effet de serre, il faut trouver une solution. Une des solutions, la solution, c'est le stockage d'énergie. On connaît notamment le stockage d'énergie par batterie, notamment les batteries Tesla. La plupart du temps, c'est des batteries chimiques en fait. Et elles ont plusieurs problématiques, notamment elles ont une durée de vie assez faible. Elles utilisent des composants chimiques, donc au niveau durable, etc., c'est pas parfait. Et donc voilà, c'est pas une solution à part entière, la batterie chimique. Une autre solution qui existe, c'est le stockage gravitaire. On connaît les usines de pompage-turbinage, donc un peu comme un barrage. On a de l'eau en haut. Quand on a besoin d'électricité, on turbine, on produit l'électricité. Et à l'inverse, quand on a un surplus d'énergie électrique sur le réseau, on pompe vers le bassin supérieur. L'idée de mon travail, c'était un peu ça, mais c'était avec des masses solides. Donc, on va s'imaginer en carrière, en Belgique, par exemple, on en a pas mal. Ici, moi, je suis du côté de la région de Soigny. On a plusieurs carrières. Et ça va être, on va vouloir exploiter les profondeurs des carrières. On va posséder différents blocs, des masses solides qui vont se retrouver, vous voyez sur mon schéma, à la surface. Et un peu comme l'eau qui était turbinée vers le bassin inférieur, lorsqu'on a besoin d'énergie électrique, on va accrocher le bloc qui est à la surface, le faire descendre, il entraîne un moteur et on fournit de l'électricité au réseau. Dans l'autre sens, lorsqu'on a un surplus d'énergie qui est éolien ou solaire, on peut remonter un à un les blocs à la surface. Et donc, de façon assez simple, on a stocké de l'énergie sous forme potentielle qu'on peut restituer plus tard et réutiliser. Comme mon mémoire, je le voulais assez durable et je voulais vraiment me concentrer sur les notions de recyclage, etc. Je voulais pas utiliser des masses en béton. On sait bien que le béton, c'est assez, ça utilise énormément d'énergie à produire. On en utilise beaucoup dans la société actuelle. Et donc, on peut se dire que ces blocs, ces masses solides, elles peuvent être elles-mêmes issues de la revalorisation de déchets. On a, si on est en carrière, on en a des gravats, on en a partout autour de nous. Il suffit de les mettre dans des sortes de cages en métal. Et avec des déchets, donc des choses qui ne pouvaient pas être utilisées par la carrière, qui auraient dû finir en décharge, on peut faire nos masses pour créer notre batterie. L'interfaçage qui se passe avec le réseau, donc de l'autre côté, ça pourrait être soit une petite entreprise qui a des panneaux solaires, qui a envie d'investir pour maximiser son autoconsommation. Donc ça veut dire consommer plus son énergie, parce qu'il y a des fois où ils produisent trop, ils doivent revendre au réseau à un prix qui est vraiment dérisoire par rapport au prix auquel ils l'achètent. Et donc, cette entreprise pourrait investir dans un petit système un peu comme un mini-réseau, son micro-réseau électrique à elle toute seule. Mais on peut aussi imaginer, et donc j'avais étudié les deux parties dans mon travail, un simple investisseur qui veut acheter au réseau électrique quand les prix sont faibles et qui veut revendre au réseau quand les prix sont élevés. Et donc, dans ces deux cas, on se retrouve avec un système qui est plus ou moins rentable en une dizaine d'années, s'il est bien optimisé. Et donc, c'est assez intéressant parce que par rapport aux matériaux et aux techniques qu'il utilise, on a un système qui a une durée de vie de 3 à 4 fois supérieure à une batterie chimique. Donc, il peut être rentabilisé en 10 ans et on peut l'utiliser une vingtaine, une trentaine d'années pour fournir, stocker notre énergie renouvelable. Donc voilà, en bref, c'était un sujet que je voulais écologique,
pour éviter les batteries chimiques, avec de la revalorisation de déchets et évidemment qui est économiquement rentable parce qu'actuellement c'est ce qui est important et on le sait bien, et voilà, qui est durable. Et donc ce projet il me tient vraiment à cœur et actuellement c'est quelque chose que j'aimerais développer, donc je suis en recherche un peu d'investisseurs et de développement par rapport à tout ça pour pouvoir espérer un jour avoir un prototype ici en Belgique pour stocker à petite échelle un peu d'énergie renouvelable. Voilà, merci. Merci à toi, Chloé. Écoute, l'appel est lancé. Je vais donner la parole à présent à Géraldine Tran, qui est la présidente du jury Sustainable Engineering. Vous êtes diplômée en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes actuellement rédactrice en chef du magazine Athéna, qui a été initié par la région Wallonne et qui souhaite sensibiliser ses lecteurs aux défis et au futur des nouvelles technologies. On est en plein dans le sujet. Alors, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans le travail de Chloé? Moi, je ne vous entends pas. Est-ce que les autres Non, moi non plus. entendent? Je ne vous entends pas. Ah voilà, on ne vous entend pas. Peut-être que Voilà. votre micro n'est Est-ce pas... qu'on Ah ben m'entend? voilà, là c'est Ça parfait. y est. Voilà, vous êtes avec nous. Oui, Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir Chloé et félicitations d'abord pour ton mémoire. On a reçu vraiment 8 excellents travaux hyper variés dans leur thématique, mais ce qui est ressorti du lot avec Chloé, c'est vraiment son côté innovant dans un secteur qui est hyper essentiel, qui est donc les énergies renouvelables, et vraiment un projet qui était abouti de la partie technique au développement et à la viabilité économique du projet. Donc voilà, ce qu'on a vraiment apprécié aussi, c'était que c'était une solution locale, puisque des carrières, il y en a un petit peu partout en Belgique. Donc c'était basé sur une infrastructure existante et forcément aussi sur la gestion des déchets et le recyclage. Donc ce qu'on a vraiment apprécié, outre les aspects techniques qui tiennent forcément très bien la route, c'est l'étude de faisabilité industrielle et la viabilité économique du projet qui présente vraiment un véritable potentiel pour le secteur des énergies renouvelables et notamment en termes de création d'emplois. Donc voilà, je pense que Chloé a envisagé la création d'une spin-off. On espère vraiment, en mettant en valeur son mémoire, qu'elle pourra arriver à développer son projet, voilà, parce que ça complète vraiment bien les outils techniques qui existent déjà en matière d'énergie renouvelable. Donc voilà, et on est très heureux qu'en ingénieur aussi, le développement durable soit au cœur de leur recherche. Merci à vous. Et on espère tous que ce projet va se concrétiser. Alors, il y a des bravos qui arrivent, Chloé. Félicitations pour ton super projet qu'on connaît déjà bien. Ça, c'est Céline qui était avec nous juste avant qui nous parle. On nous demandait quand tu passes aux éclaireurs, ce sera le samedi 13 juin entre 13 et 14 heures. Comme ça, tout le monde est au courant. On nous dit que c'est captivant, vivement la concrétisation. Alors, on nous demande aussi, serait-ce aussi possible, par exemple, de descendre et remonter un chariot sur rail, sur une pente, par exemple, pour éviter un risque de pollution de l'eau? Oui, donc en fait, c'est une solution qui existe, qui est en développement aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Donc c'est faisable, c'est aussi du stockage gravitaire. Le problème, c'est que déjà, il faut une colline ou quelque chose comme ça qui n'est pas utilisé parce que il faut quand même des dénivelés qui sont exploitables. Donc c'est possible. Après, ici, l'idée, c'est de revaloriser des carrières qui, a priori, une fois qu'elles sont immergées, sont plus utilisées. Et je reviens aussi notamment sur la pollution de l'eau. Donc ça, j'avais quand même regardé un peu. Je m'étais un peu renseignée au niveau de la chimie, des carrières, etc. Il n'y a pas trop de risque en fait de pollution de l'eau avec le système parce que les blocs, ils seraient constitués de gravats qui font déjà partie de la carrière de base. Donc, ils ne rajoutent pas un polluant dans l'eau. La plateforme sur laquelle seraient placés les moteurs, etc., elle serait totalement isolée. Un peu comme des containers maritimes. Donc, a priori, il n'y a pas de problème de pollution de l'eau. Donc, les chariots, c'est une autre solution. Gravitaire, c'est pas la mienne, mais c'est une solution plausible, oui.
Parce que tu parlais des carrières, mais est-ce que n'importe qui peut les exploiter, en fait, ces carrières? Comment ça se passe? Non, il y a des propriétaires, enfin, je pense que c'est aussi avec la région wallonne, etc. Donc ça, c'est aussi une autre partie, voilà, à voir avec pour la suite de mon projet. Je sais bien que ici, par exemple, du côté de Soigny, on cherche. Donc les acteurs du terrain sont en train de rechercher comment valoriser ces carrières. Il y a différentes solutions pour revaloriser. Donc ça, c'en est une. Voilà, alors on nous dit encore merci Chloé, fascinant. Je faisais également partie du jury, j'avais beaucoup apprécié découvrir votre recherche. Ma question, vous énonciez qu'une spin-off allait se créer, quid de cette initiative? Mais voilà, je pense qu'on l'a évoqué, l'appel est lancé, encore bravo. Merci Chloé pour cet excellent exposé. Quelles sont les matières premières nécessaires, autres que le gravier, pour mettre en œuvre cette technique et quels sont les déchets générés? Donc les matières premières, je pense que vous entendez au niveau des moteurs, etc. Donc c'est des composants assez basiques en fait qu'on peut retrouver déjà sur le marché. Je pense notamment au moteur générateur ou le variateur de vitesse, le transformateur. C'est des matériaux standards en fait. Vous ou moi, vous allez sur internet, sur un site un peu spécialisé, on peut presque le commander chez nous. Donc voilà, au niveau des matières premières, ça reste des déchets de l'industrie pour fabriquer un moteur, fabriquer un transformateur, etc. Et pour les blocs, il y a ce qu'on appelle les gabions métalliques. Donc, c'est les sortes de cages, un peu comme vous avez maintenant les barrières des gens qui sont faits avec des barrières métalliques et remplies de pierre. C'est un peu le même principe. Donc là, on a besoin de cette forme pour maintenir le gravier. Il y a les câbles qui vont constituer le système aussi. Donc ça aussi, ça n'est pas dans mon travail, je n'ai pas étudié l'idée de revaloriser des déchets pour utiliser des câbles parce que bon, là, c'est quand même on a des contraintes mécaniques dessus, etc., qui sont assez importantes. Donc voilà, à ce niveau-là, je ne sais pas si je pense pas avoir oublié quelque chose. Je ne pense pas non plus. Christophe Stevens qui dit, c'était un de tes promoteurs, je pense, qui dit que le travail a permis plusieurs avancées, notamment l'utilisation de matériaux plus durables. Encore bravo, bravo. Alors, pour illustrer, on parle de blocs de combien de tonnes à monter, descendre? Oui. Donc, je reviens peut-être juste sur donc Monsieur Christophe Stevens. L'idée de base, lui, c'était en océan. Donc, c'est la personne qui a développé une partie de l'idée du stockage gravitaire en immergé. Donc, moi, j'ai choisi de le développer en carrière plus précisément. Okay. Et donc, pour revenir au niveau des blocs, moi, j'ai dimensionné mon système avec des blocs de 5 tonnes pour un système d'à peu près 50 kW, 60 kW. Ça dépend un peu en fonction des vitesses à laquelle on va fonctionner. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est plus dans mon travail. Mais donc voilà, pour une idée, c'est 5 tonnes. Mais on pourrait imaginer plus en fait. Si on a besoin de plus de puissance, plus d'énergie, pardon, on peut mettre des blocs plus conséquents. Ça dépend aussi de l'encombrement et de la place qu'on a dans la carrière. Alors justement, Christophe Stevens qui nous dit théoriquement c'est illimité à propos des blocs de combien de tonnes. Et Benoît de Rennes qui nous dit « J'ose à peine proposer à Chloé de déposer un dossier dans le cadre de l'appui offert par la Fondation pour les générations futures aux étudiants entrepreneurs pour un nouveau prototype. » Voilà. Écoute, on a aussi quelques aides au niveau de la région wallonne. Je dis ça en passant. Bon, ben voilà, faites part à Chloé de toutes vos idées. Voilà, je pense qu'elle sera ravie. Donc, on parle de plusieurs tonnes en carrière, de plusieurs milliers de tonnes en mer. Quel potentiel des carrières wallonnes en termes de volume d'énergie? Oui, c'est assez difficile à estimer. Donc, comme disait M. Stevens, théoriquement infini. Après, ça dépend de l'encombrement, du nombre de blocs qu'on peut mettre. Ici, moi, j'ai étudié ça sur des carrières de 150 mètres de profondeur. On était à, j'ai dit 50, 70 kilowatts, ça dépend un peu. Voilà, plus on a de carrière, plus on sait stocker. Après, ce système n'a pas l'ambition de fournir tout le réseau belge. On se rend bien compte que non, là, c'est pas possible de fournir tout le réseau belge en stockage gravitaire. Par contre, c'est une petite solution qui peut venir se complémenter à plein d'autres petites. Et je pense que c'est un peu l'idée vers laquelle on veut venir pour les années suivantes. C'est pas ne plus avoir une grosse solution de production d'électricité, mais d'avoir plusieurs alternatives qui vont se complémenter les unes les autres. Et c'est comme ça qu'on va avoir un réseau électrique qui sera fiable, qui sera durable aussi. Et donc voilà, ce système s'incrémente plus dans un micro-réseau, dans des petites villes, ou en soutien à un réseau électrique déjà de base implémenté.
Et alors, on nous demande, est-ce que ça a été testé justement en petit bassin? Non, malheureusement, ben voilà, j'aimerais bien pouvoir tester un prototype. Apparemment, il y a des gens intéressés, donc c'est une bonne chose. Voilà, on nous dit gros potentiel en Belgique, attention aux plongeurs. Oui. Et une petite dernière question, est-ce que tu as eu l'occasion d'étudier l'impact sur la biodiversité? J'y ai un peu réfléchi, je ne l'ai pas étudié profondément, mais j'y ai un peu réfléchi. Et concrètement, je la trouve moins importante que par rapport à le pompage-turbinage, où là, on va vider complètement un bassin, puis remonter le bassin. Donc là, on a des variations d'eau, enfin de niveau d'eau, etc. Donc s'il y a des organismes vivants qui vont passer dans les turbines, là, ça peut poser un problème. A priori, moi, sauf s'il y a un poisson en dessous du bloc au moment où il se pose au fond, il n'y a pas trop de risque voilà, d'impacter sur la biodiversité. Comme je le disais tantôt, on n'introduit pas de polluants, voilà, de polluants dans l'eau, etc. Donc, il y a il y a très peu de mouvements, donc on ne va pas modifier la profondeur du bassin, on ne va pas modifier voilà, le volume d'eau conséquent qui est présent aussi. Voilà, je pense que au niveau de la biodiversité, voilà. Ok, alors, en effet, ça paraît moins perturbant pour la faune marine que le vidage. Voilà, merci. Merci à tous. Merci Chloé. Merci beaucoup. Géraldine. On arrive donc à la fin de cette session. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je remercie et je félicite les primés, les promoteurs, les membres du jury, les partenaires pour leur investissement. Merci aussi à toute l'équipe de la Fondation pour les générations futures. On se retrouve la semaine prochaine, le jeudi 11 juin à 10h pour les ERA en démocratie et économie soutenable. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt.